Action. Tac. C'est parti. Première. On Parfait. est le 4 septembre. Donc, Monsieur François Gavard. à l'étrave du bateau massif. Voilà. Donc nous sommes à Port-la-Forêt, il a fait très beau, nous avons fait un bel entraînement. Petite belle navigation. Et donc nous sommes sur, ça doit être le dernier né, les IMOCA, si je ne m'abuse. Il y en a eu après. Écoute, je pense que Ça doit bien être le dernier. Notre ami Javier Sanso était Ah oui, si, ouais, voilà. juste Voilà, après. le bateau. Mais bon, voilà, enfin, quelques semaines près. Mais il est loin. En tout cas, c'est le plus récent de Port-la-Forêt. Ouais, c'est voilà, c'est le plus récent et c'est le plus récent des plans Verdier VPLP. Voilà. Donc voilà, le bateau il est. Alors donc on est sur l'étrave. Massif. Si on parle évidemment. vraiment du bateau en parlant de dernier né, je pense que c'est le bateau qui est très proche de Banque Populaire, hein, puisqu'il a été construit dans les mêmes moules que Banque Populaire. Moi, ma petite expérience sur ces bateaux-là, il y a eu certes la Jacques Vabre avec Quito en 2009, et après c'était la Barcelona en, Alors, 2010. pour être très précis, ce que tu appelles Banque Populaire, Ouais, celui que tu appelles Banque Populaire, c'est l'ex-Foncia. Voilà, l'ex-Foncia. Originellement, son premier nom c'est Et on a Foncia. commencé à construire Massif pendant qu'on naviguait avec Michel sur l'ex-Foncia, maintenant Banque Populaire. Donc tu as dû bien les embêter en disant ah tiens j'ai une nouvelle idée, ah tiens j'ai une nouvelle idée, ça a été un peu ça. Mais Michel il est pas mal aussi dans ce genre là. Tu vois, pendant la Barcelona on avait une liste de choses à penser. Et voilà, donc c'est un peu l'évolution de Banque. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Pas grand chose, hein, mais il y a des petites choses là devant. Je sais pas, les balcons, c'est pas la première version, j'ai pas été très bon en balcon. On a fait, ouais, j'en ai plié quelques-uns. Donc là, ceux-là, ils ont l'air de tenir. On a fait un petit arrondi là qui va pas mal. Je pense qu'il faudrait peut-être faire encore un petit peu plus là dans la version. Donc là, on doit jeter à la V6 ou la V7. On n'a pas été. Donc là, on a un bout d'or fixe relativement classique. Là, c'est la voile qui nous a servi une bonne partie de la journée, mais qui a été démontée. Puisque en fait, on a là donc là la galette, galette qui va devant, un ZS qui va en bout. Je pense qu'on est quand même assez bien nombreux. intégré en fait, on le voit pas, mais il est bien intégré à l'intérieur du. Là, avec des petites gâchettes ici là pour l'ouvrir. Voilà. Mais ça, je pense que beaucoup de bateaux ont ça, quelques petits détails près. Et donc là, on a la galette de J1, donc la voile qui est devant. Avec donc les J1, alors ça c'est les dominations de Norse en fait, hein, pour être précis. Ouais, J1. Ils sont en train de rentrer dans le langage commun, mais pour nos lecteurs. Je sais pas si c'est ce qu'on appelle le Solent ou le génois quoi. Ouais. Solent, trinquette ORC chez les gens qui ont navigué en Norma. Chez les gens qui n'ont pas navigué en Norma, c'est génois, Solent, trinquette. Voilà. Donc vu qu'il y a deux familles, que ça se mélangeait et tout, je trouvais ça trop compliqué. Donc J1, J2, J3, ça me paraît plus simple. Voilà. Et donc sur ces bateaux-là, l'été du J1 n'est pas structurel, c'est le J2. Ouais, c'est le J2 qui est juste là. Voilà. Donc celui-là il reste. Donc la trinquette. Oui, c'est ça. Ouais, la trinquette. Ça, t'as fait de l'orma ou pas, Pile? Non. Moi j'ai fait du mini, donc c'est encore plus simple que ça. Donc c'est lui qui va après on est à 21 mètres, je crois, à peu près au-dessus du pied de mer. Alors quand même, on est pile poil sur l'une des spécificités du bateau. Oui. C'est ce fameux pont en aile de mouette qui a un peu évolué. Qui a un petit peu évolué. Alors c'est exactement la même chose. On regarde, hein, donc le pont il est il a un creux ici, clac, dans lequel circulent tous les bouts en fait. Ouais. Et ça rentre. Ça rentre là. On verra à l'intérieur tout à l'heure. Là on a la cloison de l'avant de la soute à voile qui est à peu près ici, là, quand même, pile ici. D'accord. Alors pourquoi ça permet de se descendre un peu le centre de gravité du pont, de manière générale. Ça permet surtout de descendre les voiles de quelques centimètres. Je pense que la philosophie, c'est Mich qui avait pensé ça sur Foncia. En 2009, ouais c'est ça, en 2010, la jauge, on a limité les hauteurs de mât sur les IMOCA. Et à un moment, on se dit, si on limite la hauteur de mât, si on veut quand même avoir de la bâche et de la surface de voile, on va essayer de gagner un peu par le bas. C'est du pouillem, mais je pense que ça va dans le bon sens. On nous a beaucoup dit, mais c'est une catastrophe parce qu'il va y avoir de l'eau qui va stagner là, ça va peser une tonne. Honnêtement, à part au port, s'il pleut et que le bateau est à plat et qu'il avance pas, où il y a peut-être un petit litre d'eau qui va là, mais là, il y a même un trou, donc il n'y a plus rien. D'accord. Il n'y a jamais d'eau qui stagne. Et après, en pratique, et je pense que c'était pas forcément pensé comme ça au début, mais en pratique, c'est vachement pratique parce que quand tu as une voile, que tu es au portant, bateau à plat, et que tu plies ta voile, du coup, elle tient un peu toute seule ici. Quand le bateau gîte, il y a à peu près tout le temps un endroit, enfin là, quand tu es ici, que le bateau gîte, tu es plus à l'horizontale. Donc moi l'usage je suis super content et je trouve ça. Et c'est exactement pour le coup c'est exactement le même moule de pont que. Alors ouais si c'est le même moule de pont, par contre on a fait une modification à peu près par là. Sur Foncia, donc l'ex-Foncia, l'aile de mouette continuait jusqu'au bout. Quasiment jusqu'au bout. Et là elle se divise en deux en fait.
et là c'était plat et assez bas. Et en fait, donc là on a fait l'inverse, hein, c'est qu'on a une surface convexe là, qui sort. Le principe c'est qu'en fait donc, sur Foncia, donc il y avait le pied de mât qui était au milieu du roof. Alors attends, je vais me mettre à côté de toi parce que sinon on va pas t'entendre. T'as le roof qui continuait, qui descendait et qui venait rejoindre donc le pont. Et structurellement c'était pas top parce qu'en fait on se retrouvait donc du coup avec les cloisons qui étaient sous le pied de mât et ensuite il y avait encore des efforts qui passaient entre la jonction entre le roof et le pont. Donc là on a ramené le pont en fait au pied de mât. D'accord. Structurellement on gagne pas mal de poids parce que c'est mieux géré. Et en plus, il y avait quand même une problématique sur Foncia, c'est qu'on avait quand même très peu d'auteur sous barreau dans la soute à voile. La zone quand même où on... Ok, juste là, on va la trappe. On fait transiter les voiles. Et du coup, là, on a gagné quelques centimètres en hauteur qui sont vachement pratiques. Alors, c'est pas vraiment quand on est à l'intérieur, mais c'est surtout, par exemple, quand on prend la voile et qu'on la rentre dans la soute à voile. Et ben, si tu as ça, donc la voile, elle bloque un peu comme ça. Et si tu as ça, tu arrives mieux à la faire rentrer. Donc là, on rentre mieux. Et alors je mets Banque Populaire depuis à modifier les trappes et c'est vrai que la trappe était assez petite et là on a voilà, elle est très grande. La trappe là elle est grande. Donc on rentre et on sort les voiles. Alors on peut dire facilement parce que c'est jamais facile de rentrer et sortir les voiles sur ces bateaux là, mais c'est beaucoup plus facile que ça pouvait l'être quand on était avec Mich sur la Barcelone. Et tant mieux parce qu'avec Mich on était deux donc on pouvait s'aider. Et là vu que je serais tout seul, autant que ça soit pas trop compliqué. D'accord. Tu veux qu'on passe de... Non, on va aller... la règle c'est qu'on va jusqu'au cockpit après. Alors, respecter les Parle-nous des dérives quand même. Les dérives elles sont donc, comme Banque Populaire avec un petit peu plus de dièdre que Banque Populaire. Par contre c'est des profils... Alors le dièdre c'est le... Donc il y en a un petit peu plus que l'inclinaison à l'extérieur on va dire, pour parler simple. Comme ça, exactement. Et par contre c'est pas les mêmes profils. En 2010, Mich avait pas forcé, la construction de Foncia c'était allé vite. Donc il y avait certains paramètres qu'il avait simplifiés. Il était content de ses appendices sur le bateau phare Foncia 2007. Puis il avait gardé les mêmes, disons qu'il y avait certainement une petite chose à améliorer mais qu'il n'avait pas le temps de le faire. Donc là nous on a pris le temps de le faire avec des profils. D'accord. Et donc elles sont encore plus inclinées à l'extérieur. Un petit peu plus comme ça. D'accord, ok. Voilà. Donc après, le mât. Alors le mât. A plus, à demain. Ouais. Le mât, que dire d'autre ? C'est un mât outrigger. Ils sont là, hein. Les triggers sont là, hop, juste là. Comme PRB, comme Savéole, comme beaucoup de bateaux. Je pense qu'on doit être à peu près moite-moite sur le Vendée Globe. Je pense 50% gréement classique, 50% comme ça. Pourquoi gréement comme ça? Alors là c'est assez simple, c'est toujours pareil, ma petite expérience en IMOCA s'est faite sur des bateaux comme ça et quand on a lancé le projet fin 2010 j'avais envie de pas enfin j'étais content de mon utilisation sur ces gréements là, j'ai pas envie de tout changer. Michel lui il navigue depuis 10, 12, 14 ans avec des gréements comme ça. Voilà, ça me paraissait très simple et je pense que c'est des gréements qui sont assez simples d'utilisation dans la pratique. Le mât tient tout seul, il n'y a pas besoin de bastac. Les empannages du coup dans le vent fort c'est assez facile. Régler le mât c'est pas très compliqué. Enfin je pense que c'est un concept qui est assez simple et ça m'allait bien dans la philosophie du projet qu'on a. Et par rapport au mât que vous avez perdu sur Foncia sur la Barcelona, il a un petit peu évolué? Et on a fait évoluer les choses pour pas qu'il nous arrive la même chose. Exactement. D'accord. Et par contre structurellement grosso modo il y a des petites évolutions mais oui des petites évolutions qui à notre avis font beaucoup de différence. D'accord. Alors on va avancer par l'autre côté parce que il y a un peu de bruit, on va faire le tour par ce côté là. Attention il y a un trou. Ouais, c'est bon. Un grand trou. Du coup je me ferai moins mal. Donc là les outriggers, rien de spécial. Et là on arrive dans le cockpit. Alors le cockpit, que dire? Je suis assez très content de notre cockpit, je pense qu'on est... On est pas mal, c'est un cockpit qui est tout petit. Alors dès qu'il y a du monde en équipage c'est une horreur. Mais en solitaire c'est vachement bien parce que du coup on a tout prêt. Là sur un drive j'ai une écoute d'un côté, j'ai pas besoin de bouger les pieds, j'ai l'écoute de l'autre. Ouais.
tu pars au tas, t'as le bateau qui est couché à 90, bah voilà, enfin je veux dire, si le bateau est couché, si t'es debout là, t'attends tes trucs là. Enfin voilà, je pense que pour faire du solitaire, c'est vraiment bien pensé. Même chose là pour le coup, c'est à peu près le même cockpit que le Foncia Bangkok quoi. Que Foncia Bangkok, c'est pareil. Peu de choses près, après. Peu de choses près. Les meubles, on les a un petit peu modifiés. Ils sont un peu plus lourds, un truc comme ça. Je sais pas si Bangkok a gardé les mêmes. On avait 2 petits winches, 2 gros winches, on est passé à 4 petits winches. La barre sur Foncia, mais après Banque Populaire l'a remodifiée sur Foncia, elle était plus reculée, là on l'a avancée pour pouvoir tourner les manivelles. Et voilà, l'intérêt c'est que je peux continuer à barrer sur un jibe tout en étant. Ah oui, tu barres avec les pieds, vas-y montre-moi ça. On peut barrer comme ça là sur un jibe, puis continuer à être à la colonne. Ça c'est plutôt pas mal. Alors il y a un truc qui m'avait frappé, c'est les écoutes de Génois, elles sortent du trou qui est là en fait et qui est sous le pont. Oui, là en fait il y a 2 tubes là. T'as un tube. Ici qui part on voit pas du coup, vers l'extérieur pour les écoutes extérieures. Et ensuite on a un tube qui vient là et qui sort ici, ça c'est pour les écoutes intérieures. D'accord, et donc ça sort très bas quoi. Ouais, ça vient là, donc là on a 3 réas. Et donc là c'est une écoute extérieure qui sort, on a tous les écoutes qui sortent ici. Donc voilà, bien d'autres, le vide là qui est pas loin, nos écoutes, nos sacs d'écoute. Non, je suis content parce que non mais c'est vrai, je trouve que c'est assez ergonomique. Je pense qu'il faut encore qu'on bosse sur la position, le siège de barre qui est à mon avis encore optimisable. Ah oui, parce que même chose, tu barres assis sur le... Ouais, donc soit on barre ici comme ça à l'extérieur, donc là on a un petit coussin, on barre ici, on voit bien. Par contre on se rend compte d'une chose, c'est que quand on navigue au large, et en l'occurrence sur vraiment des globes, je pense qu'on va passer une bonne partie de notre temps avec la fameuse. Elle est bloquée, et ça me fait penser qu'on a cassé ça le jour, et puis il faut le réparer. Antoine, si tu notes, on a cassé le rail là, ici, chariot. Ouais, enfin, c'est l'axe du chariot, le chariot n'est pas cassé, donc on y pense. Ouais, alors ça, la casquette, ça c'est vraiment le truc extraordinaire et que je ne troquerai pour rien au monde avant le Vendée. C'est juste génial parce que du coup là voilà, on peut barrer, donc là j'ai un siège, après on est surélevé, donc on peut barrer ici, on règle, on peut être à la colonne, on est toujours abrité. Je peux faire quasiment toutes les manœuvres abrité. Et c'est pas juste du confort parce que j'ai pas envie de me mouiller. Parce qu'il faut bien comprendre, on voit les images, les vidéos des bateaux reaching et donc ça va plus de 18-19 nœuds. C'est un torrent quoi. C'est même, on voit les images de la Volvo, alors c'est des bateaux qui sont différents, mais c'est plus juste une histoire de confort, c'est de la sécurité quoi. C'est quand il y a des torrents d'eau qui passent au-dessus, là t'es safe. Et je trouve ça vachement safe même. Quand je disais tout à l'heure quand on partait au tas, t'as un cockpit qui est assez petit, casquette sortie, tu pars au tas. Je veux dire, tu peux pas, t'es en sécu quoi, tu peux choquer ton spi, récupérer ton truc, te remettre ton bateau à l'endroit, t'es pas dans l'eau quoi. Parce que là quand les bateaux, quand il n'y a pas de casquette, t'as quand même l'eau qui passe pas très loin là, avec la casquette. Là t'es inexpulsable. Tout est possible hein, mais ça commence à devenir difficile. Non, je trouve que c'est bien et cette casquette là est vraiment bien, c'est bien étanche et je pense que pour le Vendée, à mon avis 95% du temps elle sera là. À 95% du temps. Ah oui. Dès que le bateau avance de toute façon, ça vaut le coup de l'avoir. Donc ouais, 95% du temps, elle sera là. Hein. Donc ça, c'est bien. Bon. Voilà, on rentre. Alors les pianos, toujours les... piano. Tout petit peu navigué sur le Foncia, celui qui est celui de Jérémy Bailly maintenant. C'est les mêmes depuis... Mich change pas grand chose à ces pianos. Ça s'est écarté. Les deux... Non, c'était déjà comme ça. Hein. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que c'était vachement plus large le cockpit. Ah oui, pardon. C'était vachement plus large. Mais ouais, sinon c'est pareil. À quelque chose près, c'est la même couleur de voûte. Ouais, c'est pareil. Et ça me va très bien. Les 2 colonnes, là, moi je trouve que c'est assez pratique. On a une ligne d'enroulement qui arrive ici à l'intérieur. Bon, après, en plus, là, ce qui est bien, c'est que comparé par exemple à la Barcelone avec Michel, où je découvrais un peu le bateau, je découvrais les trucs. Là, depuis 2 ans à peu près que je navigue sur ces bateaux-là. Je commence C'est la même disposition, donc tu te retrouves, tu as les automatismes. J'ai mes automatismes et mes repères, et je trouve que ça marche bien, je trouve que c'est assez ergonomique, c'est pas mal. Donc voilà, est-ce qu'on a fait le tour Pierre-Yves de la... À peu près, on va aller vers l'intérieur. Ouais, c'est bon, on va aller vers l'intérieur. Allez hop, intérieur. Alors, intérieur.
les petites ficelles, tu connaissais déjà ça. Donc ça, c'est les commandes moteurs. Commandes moteurs, hop là. Qui sont extraordinaires, et alors, je rajouterai un truc, c'est pas uniquement pour gagner du poids, enfin ça gagne du poids, il y en a pas. Mécaniquement, il y a moins de chances que ça casse, donc c'est très bien. Et quand tu fais tes manœuvres de port, tu peux régler ton accélérateur, que tu sois en train de barrer à bâbord ou à tribord, ce qui n'est pas le cas quand tu as une petite poignée et que tu es bloqué d'un côté du bateau, donc il n'y a que du plus, c'est très bien, c'est pas juste un gadget. Ensuite, que dire de... donc on est dans les intérieurs modernes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Oui, l'intérieur, voilà, c'est ça, c'est moderne. Il n'y a pas grand-chose, non, c'est sûr. Tout ce qui est centrale de navigation... Alors on va aller voir l'électronique après, explique-nous juste. Donc ça c'est comme toujours, hein, c'est les retours de... Ouais, donc ça c'est tout ce qui arrive au pied de mât, qui arrive dans le cockpit derrière, dans ces goulottes, on appelle ça. Là c'est le tweaker intérieur. Le tweaker, explique pour nos camarades. Le tweaker c'est pour régler ta voile d'avant. Salut. Ouais. Pas demain, on se tient au téléphone. Ouais, après on se tient au téléphone. Ouais, pas de problème. Nous voilier. Ça c'est la voilerie North qui s'en va. Voilà. North Sails Power. Donc tweaker c'est pour régler c'est ton point de tir pour régler ta voile d'avant. Donc des écoutes intérieures là, quand on parlait de nos écoutes intérieures tout à l'heure. Alors, il y a juste un seul bout qui passe dans cette boîte là. Non, il y a aussi les dérives. D'accord. Il y a tweaker, montée dérive, descente dérive. D'accord. Et il y a aussi d'ailleurs tweaker extérieur, puisqu'il passe, il revient. Il y a tweaker extérieur, puisqu'il revient ici, donc aussi tweaker extérieur. Il y a 4 buts. Même chose, donc il y en a une autre là, et il y en a de chaque côté. Hein. Voilà, il y a 4 goulottes au total. Ouais. Et c'est assez chiant au port pour se déplacer, rentrer les sacs, etc. Mais en mer. Par contre en nav, quand t'as le bateau qui est à 25 degrés de gîte, c'est hyper pratique parce que du coup t'as toujours quelque chose pour t'accrocher. Je donne toujours l'exemple de quand on part au tas, mais c'est pas que ça nous arrive souvent, hein, mais c'est que ça peut arriver. Un bateau de 6 mètres, quand il est couché à 80 ou à 80, enfin peut-être pas 90 degrés, mais à 70 degrés de gîte, y a pas grand chose pour s'attacher. Là, voilà, il y a de quoi se tenir. C'est quand on est à la gîte à l'extrême, mais c'est vrai que à la gîte, je trouve ça assez pratique. Ensuite, ce qu'on a un peu différent, on a changé un peu des choses. Donc là, on a ça, ce qu'on appelle la cave. Hein, donc là, il n'y a rien, il n'y a pas de ballast dessous. Là, c'est le moteur qui est juste devant. Là, c'est le moteur, juste les pieds, c'est le moteur. Dessous, il y a le moteur, le dessal, les batteries, les capas moteurs de démarrage moteur, la capa de quille. Il y a un peu de matos aussi en dessous. Et donc là, on a ça en fait qu'on accroche. Ça nous permet en fait de faire comme une toile à matoussage en fait. Et du coup, je dors. Alors là, on a différentes versions de coupe. Ça, c'est un des coupes. Je mets le coupe ici. Ça tient ici. Et puis, je peux dormir ici, vachement calé. Et... Du coup, tu dors calé au vent avec ta porte de placard. Voilà, exactement. Avec la porte de placard. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, là, je peux mettre des choses. La bouffe du jour, les 2-3 sacs du jour, les choses qui traînent, là, je les mets ici. Si jamais il y a besoin de hop, je ferme, il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui traîne, je trouve ça pas mal. Et ce que j'aime bien aussi par rapport à notre problématique de faire dodo ici, c'est qu'on a la table à cartes. La fameuse table à cartes. Qui est mobile là, donc qui va là. Et donc quand les tribord, je dors ici. Et j'ai la table à cartes avec les instruments, donc les écrans d'ordi que je peux tourner, ça se tourne comme ça. Hop, donc ça tourne. D'accord, et c'est des écrans tactiles, hein, j'ai fonctionné tout à l'heure, ça c'est pratique. Ce qui fait que du coup je peux avoir l'écran d'ordi juste en face des yeux, ou au pire les instruments ici. Le DVD du dimanche soir aussi. Le DVD du dimanche soir, voilà. Mais ça c'est vraiment un truc qui est important pour moi, je sais pas si ça vient du Figaro ou pas. J'aime bien dès que je me repose si j'ouvre un œil et savoir exactement si le bateau il va bien, si on est à bonne vitesse, donc voilà. Et du coup j'en profite pour parler de la petite table à cartes, donc il n'y a rien de particulier. C'est pas la même forme que celle qu'on avait sur Foncia. Mais c'est une reprise de la boîte qui bougeait de Foncia en tout cas, dans l'esprit c'est ça quoi. C'est différent mais par contre le principe c'est le même, hein, tout est dans une boîte et qui passe d'un côté à l'autre. Voilà, la différence avec le Niche, c'est que tu es passé chez Brooks. Ah oui, on est en INJ. Choix pas forcément simple parce que c'est vrai que Michel, c'est depuis pas mal d'années qu'il bossait avec NKE. Mais voilà, on était content de passer. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de bateaux là qui sont en INJ sur le Vendée.
Et je crois que c'est pareil, c'était un peu dans un souci de simplification, ça marchait assez bien, on a assez peu bossé, là on est quand même dans des produits qu'on a achetés un peu clé en main. Ça peut développer quoi. Ouais, il y a très peu de développement, des petites choses qu'on a développées mais c'est assez petit. Et dans les délais et le timing qu'on avait, je pense que c'est bien, je regrette pas ce choix-là, ça marche plutôt bien et c'est assez simple. Par contre, on n'avait peut-être pas allé dans les mêmes développements qui avaient pu permis sur le dernier moment. Ça pour une prochaine fois, hein. Donc voilà. On va bosser un petit peu, on va commencer devant. Ouais. Devant. Là, la même coquille. Tu verras peut-être pas grand-chose qu'il y a de lumière. J'ai un objectif très lumineux. D'accord. Donc le puits de quille, maille de quille, là ça c'est le moteur de quille, on a le vérin qui est de l'autre côté, le moteur du vérin. T'as un petit KGB spécial quille quoi. Ouais c'est ça. C'est la pièce de la quille. Voilà, pas grand chose de particulier, là c'est pour le coup par rapport à... C'est bien cloisonné par ici quoi. Ouais, là faut bien se comprendre qu'il y a quand même le pied de Mac qui est là. Ouais. Donc sûr en termes structurels et d'efforts, entre ça, enfin bon, tout passe par là, parce que t'as les outriggers qui sont, les pieds d'outrigger qui sont en haut. Par contre les tirants d'outrigger ils viennent juste là dans le côté. Il faut bien comprendre que bah ouais, pour que le bâtiment... C'est vraiment le croisillon, tout croise ici. Donc voilà, et puis là bah la soute à voile. Pas grand chose de particulier à dire, là il y a plein de voiles. On retrouve une goulotte. Ouais, une goulotte. Ça pour le coup c'est la goulotte centrale. C'est la goulotte centrale. Qui arrive de l'aile de mouette, donc on a vu tout à l'heure. Les furleurs de voile d'avant. Les bouts d'enroulement comme on dit. Les bouts d'enroulement, ouais. Furling mail, ils doivent dire, je crois, les anglais. Et les amures, quoi, de voile d'avant. Ça, c'est des évents de ballast. Là, les deux petits tubes qui remontent, c'est les évents de ballast. D'accord. Qu'est-ce que t'as comme ballast là-dessus? J'ai vu un plan de ballast tout à l'heure, ça a l'air assez... ballast, donc un ballast avant, ballast milieu, ballast arrière. D'accord. Assez classique, de toute façon, après c'est plus dans les géométries, dans les formes, dans les volumes. Et ça des fait... petites variantes dans les bateaux. Ça fait combien de litres de chaque côté? Si on remplit tout des deux côtés, il y a plus que le poids du bateau. D'accord. C'est pas mal déjà. Donc on aura pas tu veux savoir le poids du bateau et le volume du ballast. Je te dis juste qu'il y a plus. Écoute, je vais essayer de deviner entre 8 et 9 tonnes. Entre 8 et 9 tonnes de ballast? Ouais, t'es pas mal. Hein? Bah, pas de mal, non? Ouais. Après je suis pas sûr que vous connaissiez les chiffres après la virgule de tous les bateaux, mais... Non, mais c'est ça, à peu près. Grosso modo. Grosso modo, et tout le monde est pareil. Et ça fait beaucoup, c'est vrai que c'est des bateaux où on dépasse de la flotte, hein, faut bien s'en rendre compte. Mais bon, c'est comme ça que ça avance. C'est ça que ça avance. C'est la seule bonne raison. Ouais, et là on voit juste le puits de dérive. Ah oui, ça c'est les dérives. Juste derrière ça. Ouais. Joli puits de dérive. Voilà. Ok. C'est intéressant d'aller faire un tour à l'arrière, il y a des trucs à voir à l'arrière ou écoute, tu peux y aller, allez-y, votre promener si tu veux. Pas grand chose en même temps. Voilà, le bateau est vide, hein. Ouais, le bateau est vide, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. On a les batteries là qui sont juste derrière ici. Et ta cuisine? Où est ta cuisine? Et la cuisine, évidemment. La cuisine, voilà. Avec le plateau repas. Tu mets ta casserole là, puis après, et donc, il y a tu peux manger. Il y a le gaz qui est là. Voilà, le petit gaz. D'accord. Et oui, en dessous, on retrouve le placard de tout à l'heure. Et le placard de tout à l'heure, tu vois. D'accord. En mode nav, voilà, j'ai mon sac. Alors oui, ça c'est salle de bain, WC, on met ça, tu vois. Oui, on connaît. Tes lecteurs, les gens qui lisent ton blog savent comment ça marche sur ces bateaux-là. Mais voilà, donc on a la bouffe et la cuisine, je trouve ça assez pratique. Le poids qui traîne, là, qu'on va pas matosser à la journée, il est en bas. C'est pas cool. C'est évite d'avoir... Ok, alors on est le 4 septembre, donc le départ c'est dans 2 mois et 6 jours. 67 jours, il a dit, non? 67 jours. Enfin, un compte à rebours automatique sur ta... Au briefing, j'ai entendu 67 jours ce matin. D'accord. Qu'est-ce qu'il te reste à faire d'ici 67 jours? Naviguer, m'entraîner. Ça c'est un peu la base. Hein. J'ai encore plein de choses à apprendre sur ces bateaux-là et j'en aurai encore de toute façon pendant super longtemps, mais voilà, faut continuer. Donc là, les entraînements et les stages ici, c'est parfait pour ça. Techniquement, on n'a pas grand chose à faire. Maintenant, c'est de la validation. On va continuer de toute façon à naviguer avec le bateau dans le maximum de conditions possibles pour, pour être sûr que ça se passe bien. Et puis, pour le coup, on a la bouffe et la cuisine. Donc, c'est évite d'avoir... 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 C'est évite
pour voir ce qui marche pas, et puis moins connaître le bateau aussi, savoir bien connaître le crossover des voiles, savoir me faire corps avec le bateau. Ça c'est une chose. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Il y a forcément les médias, on va avoir de plus en plus de sollicitations médiatiques là jusqu'au départ du Vendée. Il n'y a pas de chantier, le bateau il sera pas remis au sec et tout. Non, il sort pas de l'eau. Sauf si on tape quelque chose, qu'on a un truc dans la quille, je sais pas. Et dans ces cas-là, vraisemblablement, on ferait juste un petit sortie d'eau rapide. Et idéalement, on sort pas le bateau. Ok, écoute, merci beaucoup François. Je t'en prie. Bonne nave. À bientôt. Bonne course. Ciao. Ciao.